Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 29 juin de l'an 2024. Lundi dernier, le lundi 24 juin 2024, les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo se sont rendus au Niger pour rencontrer le patron de la junte au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani, en vue d'obtenir de sa part une clémence pour que le Niger et le Bénin retrouvent les commodités habituelles, notamment dans les relations qui les caractérisent. On en parlera au cours du décryptage de ce matin, notamment sur le mobile de cette médiation. La démarche, elle sera appréciée par les invités de ce jour. On n'occultera pas également d'effectuer quelques commentaires, bien évidemment, si le temps nous le permet, sur les recommandations de la conférence épiscopale sur le code électoral et la paix sociale. Comme invité ce samedi en plateau, j'ai avec moi Distel Amoussou, qui est consultant média communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Elle sera face au docteur Paul-Marie Wessou, qui est analyste politique, également théoricien de la gouvernance d'État. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec deux sites, notamment Gbedjormede et Akpakpa, dans celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjormede, à Akpakpa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjormede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Akpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire, je suis avec Distel Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis téléspectateurs. Merci d'être là. Bonjour à vous, docteur Paul-Marie Wessou. Bonjour Kader. Merci d'être là. Oui. Alors, Paul-Marie Wessou, lundi dernier, les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo étaient au Niger. Ils y ont passé 112 heures. Il y a eu quelques indiscrétions de part et d'autre. Qu'est-ce que vous retenez de cette démarche? Bon, je crois que... Enfin, moi je peux dire enfin. Parce vous êtes heureux? Oui, je crois que c'est une très bonne chose que d'autres acteurs entrent en jeu et puissent nous aider à décrisper cette situation et à faire de sorte que nous puissions aller de l'avant parce que le pays, je crois, est au-delà de nous tous, et ce qu'il faut retenir de là, c'est que je crois que maintenant, ce sont quand même des anciens chefs d'État, donc des hommes d'État qui sont allés rencontrer le président Tiani. Et ont pu aussi rencontrer les anciens chefs d'État du Niger. Merci pour cette précision. Et que une fois qu'ils auront fait toute cette rencontre, qu'ils auront récolté et qui sont maintenant revenus, je crois, au pays, ils vont rencontrer maintenant le chef d'État d'ici. Et rencontrer... À cet instant, nous enrichissons cette émission, ils ne l'ont pas encore rencontré. Bon, donc, de toute façon, oui, les démarches vont se faire pour qu'ils les rencontrent, qu'ils rencontrent d'autres personnalités. Mais cette rencontre-là, est-ce que la volonté doit venir de Patrice Talon ou
de Boni-Yayi et de Nicéphore Dieudonné Soglo? Bon, je ne crois pas qu'il y ait maintenant question de se poser la question de savoir qui invite qui n'invite pas qui prend l'initiative. Vous savez, l'essentiel, c'est que ça a été, pour titiller un peu Distel, ça a été, n'est-ce pas, la tradition que l'on dise sur demande de le chef de l'État reçoit. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il n'est pas question, mais je crois. Vous s'attendez à ce détail-là? Oui, à ces détails-là. Les détails-là importent peu. Ce qui importe, c'est que les uns les autres se rencontrent. Et vous voyez que moi, j'ai apprécié une chose dans leur démarche, c'est que ils n'ont rien dit, rien communiqué des échanges qu'ils ont eus avec le président nigérien. Mais une chose qu'il faut retenir, c'est que nous avions dit que le président nigérien... Je crois qu'à la une de ce vendredi de Matin Libre, on a pu lire que, selon les informations occupées par le journal, le général Tiani est ouvert pour un dégel. Bon, déjà, c'est ce que j'allais dire, justement, oui. On peut le constater, qu'on nous avait dit que le général Tiani est totalement fermé, mais quand même, là, il a reçu des gens. Cela suppose que, en fait, c'est le langage qu'il faut lui parler, qu'on ne lui a pas parlé jusque-là. Et donc, naturellement... Je reviens tout à l'heure avec une question assez spécifique et précise. D'ici là, d'entrée de jeu, quel est le commentaire du chroniqueur politique sur la démarche des deux anciens présidents de la République? Vous avez effectué des commentaires il y a exactement 8 jours. Aujourd'hui, quelle est votre opinion sur cette démarche? Alors, je ne varie pas et je ne varierai pas. J'observe une série de vices, n'est-ce pas, autour de cette initiative. Je sais que le docteur Paul-Marie Ouessou ne sera pas d'accord avec moi. C'est vrai, déjà, au niveau du communiqué qui a informé l'opinion de cette initiative des deux anciens présidents de la République béninois, le président Boni-Yayi et le président Nicéphore Soglo. Dans le communiqué, je disais qu'il y a un bout de phrase. Lequel? Qui était de trop. Lequel? Spécifier que depuis 1960, que c'est pour la première fois que les relations séculaires entre le Niger et le Bénin sont mises à mal et que cela se passe sous le président Patrice Talon. Alors, présenté ainsi, déjà dans le communiqué qui annonce l'initiative, j'ai un peu de gêne communicationnelle. C'est à croire que déjà et d'office, n'est-ce pas, il y a une posture anti-talon qui... Les initiateurs de la démarche accusent déjà Patrice Talon d'être le responsable de ces rapports tendus, rapports inédits aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on avait connu entre le Bénin et le Niger depuis 1960. Première observation. Deuxième observation, je note un conflit statutaire au niveau du président Boni-Yayi. Est-ce le président démocrate ou l'ancien président? Oui. Je vais y arriver, si vous me laissez aller au bout de mes analyses. Alors, il porte deux casquettes. Celle d'ancien président de la République, ancien chef d'État, mais aussi celle du président du parti Les Démocrates. Parti d'opposition. Alors, donc, j'ai une gêne par rapport à cela. Troisième point que je pourrais souligner en matière de vice, c'est au niveau de la composition de la délégation, justement, du président Boni-Yayi. Je note deux cadres du bureau politique du parti Les Démocrates. Monsieur Alassane Tigri et monsieur Chabi, fils du président Boni-Yayi. L'autre vice que j'observe pour terminer la série de constats, de griefs ou de vices que j'ai observé, c'est l'agenda du président Boni-Yayi qui n'a pas été intégralement l'agenda du président Nicéphore Soglo. C'est-à-dire? Le président Boni-Yayi s'est trouvé dans son agenda une plage pour rencontrer des personnes dites béninois résidant au Niger. Un échantillonnage.
qu'on a dit représentants, donc des Béninois résidant au Niger. Pendant ce temps, au cours de cette rencontre, on n'a pas vu l'ombre du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Peut-être qu'il était au repos vu l'âge. Hein. Alors, quand j'observe tout ça, je dis, quel crédit pouvons-nous accorder à tout ce qui a été dit avec les autorités nigériennes? Est-ce qu'on est allé faire du radotage ou aller plonger davantage le président Patrice Talon pour dire, en fait, c'est lui le mal, ce n'est pas le Bénin le mal. Alors, si c'est lui le mal, c'est pas le Bénin le mal. Alors, si ces éléments de langage, je suis dans la spéculation, hein, tout à fait, n'ayant pas d'éléments probants du contenu de la rencontre avec les autorités nigériennes. Alors, si cela s'avérait, c'est que il y a vice. Il y a vice. Il y a vice, et j'en aurais terminé lorsque je vous aurais dit que contrairement à ce que préconise mon vis-à-vis, le docteur Marie Ouissou, oui. Les deux chefs d'État auraient pu solliciter une audience chez le président Patrice Talon avant leur voyage sur Niamey. Ça n'a pas été observé. Et ce que j'ai observé définitivement pour sortir de cette première question, c'est que pour une des rares fois, le gouvernement du Bénin n'a pas communiqué en bien ou en mal, à charge ou à décharge sur cette de initiative. Et je crois que c'est grand. C'est une bonne posture. Il faut saluer cette posture. Merci de saluer cette posture. Paul Maïroussou, est-ce que pour vous, le statut de Boni Yahi en tant qu'ancien président de la République et également président du parti politique Les Démocrates pourrait gêner dans une telle initiative que certains ont qualifié de louable et de salvatrice? Tout peut gêner. Mais tout peut aussi ne pas gêner, pourvu qu'on ait l'œil qui veuille qu'on soit neutre. Vous avez suivi tout à l'heure les griefs de Nicéla Moussou. Oui, je vois les griefs et je vais être d'accord avec les griefs. Mais savez-vous... C'est fondé? Moi, je ne sais pas si c'est fondé, sincèrement. Hein. Parce que moi, j'ai dit, il arrive un moment où on dépasse donc les considérations, les petites considérations pour aller de l'avant. Oui. Savez-vous que, enfin, rappelez-vous que nous avons déploré ici, Distel et moi, le fait que le président Talon soit en première ligne dans cette histoire de crise entre le Bénin et le Niger. N'est-ce pas? Oui. Ok. Il y a monsieur Amozou Bruno, ancien président de l'Assemblée nationale. Ok? Il y a monsieur Idi Kolaole, ancien président de l'Assemblée nationale. Il y a monsieur Adrien Mbedi, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle. Ils sont tous avec le président Talon. Pourquoi n'ont-ils pas pris l'initiative de prendre langue avec leurs homologues, les anciens présidents de l'Assemblée du Niger, pour aller, n'est-ce pas, discuter, essayer d'aller vers le président Tiani et donc laisser le président Talon être un peu, disons, en arrière-plan. Ne pas être essoufflé. Pour ne pas être essoufflé. Vous voyez, ce que la situation là a créé, c'est que le Niger, à mon avis et à mon sens, le Niger a la main haute aujourd'hui sur la situation. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Bon, parce que simplement, le général Tiani peut sortir aujourd'hui et dire, moi je désavoue, et limoger son premier ministre, limoger celui-ci, limoger cela, et dire, je désavoue tout le monde, que moi j'étais pas d'accord avec tout ce qui a été fait. Il peut le faire. Parce que vous ne l'avez pas vu en première ligne. Jusque-là, il ne s'est pas exprimé. Donc, il a gardé l'initiative. Mais nous avons notre président qui est en première ligne. Et tout le monde l'a abandonné. C'est ça, ce que je dis. Tout le monde dont je parle, les soutiens, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Premier ministre, les partis politiques, voilà, les partis BR. Et ça, le renouveau pouvait prendre langue avec des politiciens nigériens pour commencer le dialogue. Vous comprenez? Mais rien de cela n'a été fait. Et tout le monde a croisé le bras, regarde le président aller se confronter à cette situation où il n'y a pas... C'est comme un cul de sac, on n'arrive pas à s'en sortir.
Le Patrice Talon parlait, mais Tchani ne répondait jamais. Jamais. C'est son premier ministre. Jamais. Et donc, voilà. Maintenant, les autres ont dit, bon, ok, nous allons y aller. Maintenant, il peut y avoir des erreurs de forme, il peut y avoir des petites coquilles dans ce qui s'est passé. Il peut y avoir aussi les soutiens, comme d'habitude, je n'accuse pas Distel de Talon, qui vont les affubler de tous les mots. Que Yahi est ci, Yahi est ça, qu'on le veuille ou pas, Yahi a dirigé le pays pendant 10 ans. Et donc, c'est un ancien chef. Il a une expérience. Voilà. Et donc, ils se sont dit, mais il faut quand même prendre l'initiative. Mais vous savez que... Mais que pensez-vous de cette opinion de Dissel Amoussou qui pense que les anciens présidents Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo auraient pu solliciter une audience auprès de Patrice Talon avant de se rendre au Niger? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'ils l'ont fait ou ne l'ont pas fait? C'est ça le problème. Mais est-ce que quelqu'un peut... S'il l'avait fait, on aurait peut-être vu des images fuitées. Bon, s'ils ont sollicité... Non, mais c'est pas Patrice Talon qui rencontre Biotchane ou peut-être... Non. S'ils ont sollicité que le président a un calendrier chargé, il n'a pas pu les rencontrer. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ça? Bon, peut-être que après cette émission, on pourrait avoir des informations quoi, ils n'ont jamais fait ça. Voilà. Bien, maintenant, si même ils ne l'ont pas fait, vous savez, le rapport assez tendu entre les anciens présidents et le président, l'actuel président. Or, c'est ce que nous disons. Les anciens présidents, comme les anciens présidents de l'Assemblée nationale, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, ils sont tous, c'est-à-dire la plupart, tous les anciens présidents d'Assemblée nationale, y compris Nago, qu'on n'avait pas cité jusque-là, sont dans le camp de Patrice Talon. Aucun d'eux, même Nago. Vous imaginez? Aucun d'eux n'a levé le petit doigt pour dire, mais attention, il faut que nous puissions couvrir le chef. Ou il faut que nous puissions faire quelque chose autour du chef pour que le chef ne soit pas tout seul livré comme ça aux Nigériens. Alors, donc, vous voyez, aujourd'hui, il faut accuser les autres qui ont pris l'initiative, mais il faut aussi voir dans son camp ce qui se passe dans son camp. Et voir que, en réalité, moi, je pense qu'au moins, tout le monde a le regard tourné vers les deux présidents aujourd'hui. Et eux-mêmes, ils savent que la moindre erreur va être interprétée et va avoir des utilisée contre eux. Et donc, ce qui est important pour qu'on aille de l'avant, c'est que ils puissent maintenant, comme ils sont revenus, qu'ils aillent prendre langue avec l'autorité. On l'avait déjà dit la dernière fois ici, que si l'autorité n'adoube pas ce qu'ils font, ça ne servirait à rien. Donc, ils aillent prendre la langue avec l'autorité actuelle et que des discussions jaillissent la lumière et que nous puissions finalement conjuguer la crise Bénin-Niger au passé. Dissel Amoussou, il y a un internaute qui a émis une interrogation sur la toile, je vais vous la reposer. Il dit, alors ça veut dire que le Niger peut recevoir Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, peut recevoir le ministre Sam Seydou Adambi. Qu'est-ce qui empêche Patrice Talon de se rendre au Niger? Le Niger peut recevoir tous les Béninois et tous les Béninois peuvent visiter le Niger, aller faire des... Alors qu'est-ce qui empêche Patrice Talon de demander une audience au général Tiani? Les Nigériens peuvent venir au Bénin, nous sommes deux peuples frères, voyez-vous. Tout à fait. Et la géographie nous impose de vivre ad vitam aeternam ensemble. Oui. On n'a pas le choix. Oui. Alors, j'aime bien la démonstration du docteur. Vous n'avez pas répondu à ma question, hein? Qu'est-ce qui empêche Patrice Talon de se rendre au Niger aujourd'hui? Je dis, j'aime bien la démonstration du docteur Ouessou. Oui. Rien, fondamentalement, ne pourrait empêcher Patrice Talon de se rendre au Niger, de donner un coup de fil à Tiani, ou vice-versa. Rien. Absolument rien. Ça n'est pas encore arrivé juste parce qu'il y a sur le chemin du parcours des incompréhensions, des écueils. Il faut dialoguer intrigues. Pour dissiper. Rien ne nous dit que la diplomatie des deux pays ne continue pas de travailler à cela. Vous avez vu, les autorités de la douane béninoises ont reçu leurs homologues de la douane nigérienne au fin de travailler techniquement pour les premiers chargements du tanker qui est venu chercher le pétrole à Saint-Mekpoudi. Alors, vous avez vu que le ministre Adambi est allé au Niger participer
à une séance de travail avec son homologue nigérien. Il n'est pas encore arrivé que Patrice Talon fasse le déplacement vers Tiani ou que Tiani soit accueilli au Bénin. C'est possible. Le travail se fait certainement pour cela. Mais dans la réalité, le choix de la posture du président Patrice Talon, c'est un choix qui lui incombe et dont il portera la responsabilité entière. Moi, je ne vais pas accuser les anciens présidents de l'Assemblée, accuser les soutiens du chef de l'État, accuser ci ou ça, ou tel ou tel. Pourquoi vous les accusez pas? Je ne vais pas les accuser parce que c'est une question de fonctionnement, c'est une question d'habitude. Vous estimez qu'il Il appartient au chef de l'État de céder le lead. Et dans le contexte actuel? De conférer à quelqu'un le lead de ce sujet-là. Il a 2 ministres d'État. Abdoulaye Biechane, ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, et Romiad Ouadani, qui est chargé des questions de finances. Et de la coopération. Il a un ministre des Affaires étrangères. Il a un ministre chargé du pétrole. En matière de frontières, il a un ministre de l'Intérieur. Mais s'il fait l'option, n'est-ce pas, de se mettre au devant, au front de ce combat, c'est un choix de posture. Nous constatons qu'il n'a pas prospéré, qu'il ne nous a pas permis d'engranger des billes, mais on ne va pas accuser les autres. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que lorsque c'est mauvais, que c'est l'entourage du chef. Mais le chef, même, il en dit quoi? Quelle est sa posture? Comment est-ce qu'il gère ses soutiens? Comment il les gère? Moi, je ne sais pas. Mais on observe. Vous observez que... On observe, et je suis d'accord avec le docteur Ouessou, qu'il est au front. La parole du chef est sacrée. Oui, comment il gère ses soutiens, Distin Lamoussou? On observe que dans cette crise, il était au front. Oui. Mais il ne devrait pas. Mais ses relations avec ses soutiens? Mais je ne peux pas, je ne sais pas, je ne suis pas à un rang de pouvoir. Mais vous observez. J'observe, mais ce que j'observe, je le dis. Vous écoutez. Mais ce que j'observe, je le dis. Je le dis, et tous les Béninois l'observent. Que il ne devrait pas être au front dans cette affaire. Il devrait se mettre, n'est-ce pas, en back-office, n'est-ce pas, travailler avec un comité stratégique. Et des personnalités devraient être désignées pour aller au front. En matière de communication, des personnalités devraient être identifiées, recrutées, n'est-ce pas, pour négocier dans l'ombre. Parce que tout ne se joue pas sur les chaînes de télévision, ni sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'activités qui se mènent, n'est-ce pas, discrètement, pour apporter, n'est-ce pas, le succès pour avoir du dialogue. Des résultats féconds. Voyez-vous, donc, écoutez, monsieur Ouessou, moi, je ne serais pas d'accord qu'on accuse, vous avez cité plein de noms. Mais attends, le patriarche Bruno Amoussou, mais de quoi je me mêle si on ne lui pose pas le sujet, si on ne demande pas son avis, si on le sollicite pas à faire des démarches. Mais nous parlons quand même du président Patrice Talon. Nous parlons aussi d'un président de la République au Bénin. Le président de la République au Bénin a un pouvoir très fort. En d'autres termes, en fonction des dispositions de la Constitution béninoise. Donc c'est lui qui va déléguer son pouvoir à quelqu'un s'il ne le fait pas. Mais on n'en sait rien, peut-être qu'on lui en a parlé et qu'il n'a pas fait ce choix de posture. Donc je ne peux pas admettre qu'on accuse les soutiens. Oui, non, mais je crois que Distin ne va pas faire ce jeu-là de décharger complètement ces gens-là qui nous ont amené le président Talon dans un pays et qui ont dit que c'est ça qui est bon. On ne peut pas les décharger. Oui, si aujourd'hui il ne fait pas, comment dirais-je, et le président Talon se retrouve presque seul. Et d'ailleurs, ça explique bon nombre de choses que nous disons par rapport aux institutions, par rapport à tout ce qui fonctionne dans le pays et comment notre pays est piloté de point de vue politique depuis 2016. Et donc, ils le font, on peut pas les disculper aujourd'hui. Ils ont la responsabilité de s'assurer que le mandat, hein, vous vous rappelez,
le président Adrien Mbedi dans ce pays, on lui disait ah non il faut pas faire ceci, oh non il faut pas dire, il s'en foutait, il a fait ce qu'il va faire. Maintenant pourquoi on va le disculper aujourd'hui? Il est responsable, totalement responsable de la gouvernance où le président est seul, qui a toutes les manettes en main et qui pilote le système tout seul. Est-ce qu'on peut noter une sorte d'hypocrisie souriante dans la mouvance présidentielle? Mais c'est exactement cela. C'est exactement cela. Et vous voyez, ça fausse tout le jeu du système politique, du système partisan dont nous parlons quand on a fait réforme du système partisan. Ça fausse tout le jeu. Le système partisan, quand on a fait les réformes, qu'on a dit que les partis sont forts, c'est que les partis ont une influence sur celui qui a le pouvoir d'État en main. Et qui fait que il ne peut pas aller seul dans une direction donnée, il doit le faire en se collant à ce que le parti, les bases veulent. Mais vous voyez, nous ne sommes pas dans ce système. Est-ce que c'est ce système-là que nous voulons avoir? Est-ce que c'est le système où le président... Je veux croire avec Tistel que le président de la République a un pouvoir fort dans ce pays, mais non! Les dispositions de la Constitution sont là. Non, c'est pas la Constitution n'a jamais dit ce que nous avons là. Hein. C'est nos renoncements, les renoncements des uns et des autres, les renoncements du Parlement, les renoncements de la Cour constitutionnelle, les renoncements de toutes les institutions qui sont appelées institutions de contre-pouvoir. Renoncement de la presse également. Renoncement de la presse, bien sûr. C'est tout ça qui donne à l'autre le pouvoir qu'il a. Libre. Voilà, le champ libre de faire ce qu'il fait. Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas accuser, on ne peut pas dire simplement que le président, c'est lui seul qui fait, et on doit lui attribuer toutes les responsabilités de ce qui se passe. Il y a tous ceux qui ont contribué à ce que on a érigé la présidence de la République en un legs-bas, comme j'ai l'habitude de le dire. La présidence de la République, dans un système démocratique, est dans un système de check and balance, qui fait qu'il ne peut normalement pas agir et dominer toutes les institutions comme c'est le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle de Boniaï et Nicéphore Didounsogo qui ont rencontré le général Tiani dans le contexte, je spécule, dans le contexte où ils n'introduisent pas une demande d'audience auprès du président Patrice Talon. Alors, comment vont aboutir les négociations qu'ils ont entamées? Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des hommes d'État. Vous êtes de ceux qui pensent qu'ils doivent sortir un communiqué pour rendre compte de leur démarche? Il y a un communiqué qui a annoncé le départ. Est-ce qu'il ne doit pas avoir un communiqué? Ce serait dramatique qu'ils fassent ça, sinon tragique qu'ils fassent ça. Ce serait dramatique qu'ils en arrivent à sortir un communiqué pour rendre compte de leur démarche. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand Kemi Seba, excusez-moi de corcher son nom, oui. Quand Kemi Seba était allé au Niger et qu'il est sorti et qu'il a dit ce qu'il a dit, je ne sais pas si vous voyez tout le tollé que ça a soulevé. Parce que justement, d'abord, il y a l'inexpérience de Kemi Seba, que dans les affaires d'État, on ne parle pas comme ça. Et vous avez la matière, mais pour parler de la matière, ce n'est pas de l'activisme. Ça, là, ce n'est pas de l'activisme. C'est-à-dire, il y a l'activisme politique et il y a la gouvernance d'État. Quand vous êtes dans les questions de la gouvernance de l'État, on ne parle pas comme si on est un activiste. Et c'est ça qui a fait le problème de Kemi Seba. Mais eux, ils sont des chefs d'État, donc des hommes d'État, ayant exercé le pouvoir. Donc, ils peuvent pas prendre la parole publiquement comme ça, pour rendre compte, et là, Distel aura raison de dire que ils sont allés pour accuser et affubler le président Talon, pour dire que c'est lui le problème et non le Bénin. Est-ce qu'on peut séparer le Bénin et le président Talon aujourd'hui? Je ne le pense pas. On ne peut pas les séparer, et on ne peut pas, même si le président Talon va dans un sens que nous pouvons dire n'est pas le sens où il faut y aller, on ne peut pas le séparer du Bénin. On doit lui parler. C'est pourquoi nous, on prend le courage quand même de parler sur Vous voyez ce que Distel a dit tout à l'heure. Moi, ça me surprend parce que d'autres mouvanciers auront eu peur de parler comme il l'a fait.
Et parce que vous savez qu'il y a des représailles qui peuvent tomber lorsque vous dites certaines choses en étant membre de la mouvance. Et donc, il est important qu'on se rende compte que les présidents, ils ont déjà eu la démarche d'homme d'État, et ça, c'est là où on peut séparer Boni Yayi, homme d'État, et Boni Yayi, chef de parti politique. Bon, qu'il rencontre les autres, s'il est là-bas et qu'il en profite. Il en profite, on ne peut pas lui reprocher ça. Donc, mais, Boni Yayi, homme d'État, depuis qu'il est rentré dans cette mission, vous avez vu qu'il n'a pas pris la parole publiquement pour parler de ça. Et on a vu que des photos. C'est l'homme d'État, ça. C'est l'homme d'État. Et il faut l'observer. Et je crois, et je suis sûr, qu'ils ne vont pas sortir un communiqué sans avoir discuté. Parce qu'en réalité, vous savez, quand ils sont allés entre hommes d'État, comment on l'appelle, le président Tiani, les ayant vus comme hommes d'État, c'est qu'on peut discuter tous les secrets d'État. Vous comprenez? Et peut pas venir mettre les secrets d'État comme ça sur la place publique. Distinct Amoussou, vous êtes consultant médias et communication. Vous avez vu les images qui ont fait le tour de la toile, qui ont été très virales. Quelle est votre lecture? Qu'est-ce que vous lisez sur les visages à travers, dans les photos? Une ambiance bon enfant. Écoutez, Tiani, le général Tiani, on ne peut pas dire qu'il n'en voulait pas. Il a démontré, n'est-ce pas, sur les images, qu'il en voulait. Et les chefs d'État béninois, les anciens chefs d'État béninois également ont joué leur rôle de quelqu'un qui va solliciter, parce que quand tu lis les photos, n'est-ce pas, les images, posture très humble, n'est-ce pas, en face, non pas d'un chef de la junte, mais d'un chef d'État. Et je crois que c'est positif, c'est positif. Je crois que, en gros, le reflet ou ce qu'on peut retenir donc de ces images, c'est que il y a espoir. Il y a espoir. Il y a espoir. Mais quelle est la contribution? Il s'agira de continuer à travailler, n'est-ce pas, à faire d'autres pas et de gagner chaque pas pour que la paix revienne dans notre cité commune, le Niger et le Bénin. Quelle est la contribution de cette démarche dans cette quête irrésistible de tous les Béninois d'obtenir un dégel? On ne peut pas évaluer, n'est-ce pas, outre les partisans LD qui, vous l'observez déjà sur la toile, présentent Boni Yayi comme le seigneur de la paix. Outre ça, n'est-ce pas, on ne peut pas leur refuser ça, on ne peut pas les empêcher. Boni Yayi ne peut pas mettre des camisoles à tous ses militants, ou ses sympathisants, ou ses admirateurs. Donc, on va assister à cela, et beaucoup plus enflé d'ici quelques heures ou quelques jours. D'accord. Mais il reste que le chef de l'État, le président de la République du Bénin, doit rester réceptif, très ouvert à l'écoute, n'est-ce pas, des chefs d'État qui sont allés, de ses prédécesseurs qui sont allés à Niamey. Et il reste aussi que, je continue de le dire, le contenu, ne souhaitons pas que le contenu, n'est-ce pas, de langage qui était utilisé à Niamey ne soit pas pour affubler le président Patrice Talon, parce qu'à sa place, je ne vais pas admettre, n'est-ce pas, d'être peint en noir ou caricaturé à Niamey. Je ne l'admettrai pas. Et donc, il faut continuer à travailler pour que la paix, on puisse vraiment retrouver la piste d'aller autour de la table de négociation. Et espérer que Patrice Talon se déplace sur le Niger aussi. Oui, bien sûr. Je crois qu'au bout de tout cela, c'est que le président Patrice Talon doit pouvoir se déplacer au Niger, ou que le général Tiani, rappelez-vous, il est allé au Togo. Il est allé au Togo avant le sommet de la CEDEAO. Oui. Donc, il peut aussi venir ici, et que véritablement, les uns les autres se parlent. Les uns les autres se parlent. Il faut qu'ils se parlent. Oui, il faut qu'ils se parlent. Je suis tout à fait d'accord que il faut pas, nous avons fait l'essentiel, c'est-à-dire montrer au président, parce que quand nous on était en train de dire que le président n'était pas dans le bon chemin en disant ci ou en faisant cela, nous le faisions parce que s'il y avait donc vous voyez tous ces garde-fous qui étaient autour, on n'aurait pas eu on n'aurait pas eu l'option ou la version donc de la gestion de la crise que nous avons eue.
Mais il est important qu'on se dise aujourd'hui et qu'on le remarque, que tous ceux qui continuent de dire ici et là que oui, comment on appelle le président Talon est le seul élu, c'est le seul ceci, c'est le seul cela. Il faut que les uns les autres se rappellent que tout on dit dans notre langue, n'est-ce pas, en langue au fond, on dit gain et no gain, n'est-ce pas? Gain et no gain. Bon, à ma question, gain. Comment le gain? Oui, mais le revers, c'est quoi? Grand élément dans son âge, dans mon avocat où il faut que le chef accepte d'être grand. Bon, oui, il faut que le chef accepte de porter la camisole. Sinon, en d'autres termes, si le chef se met en pole position, si le chef prend un dossier comme son dossier, vous ne pouvez pas le lui arracher. Le ministre Adambi est venu de Niamey à la question des journalistes. Il a répondu: celui qui m'a envoyé appréciera. Il n'a pas pu, n'est-ce pas, émettre son avis. Alors si dans cette crise-là, c'est la démarche du chef de l'État, je continue de le dire, et cela s'observe, si c'est sa démarche, il faut qu'on rebouche chemin et qu'on change de posture. Mais dans ce contexte, les populations souffrent. Je comprends cela. Et Paul Marossou, que dites-vous de ceux qui comparent la crise actuelle entre le Bénin et le Niger avec celle qui avait eu entre le Burkina et le Ghana? À un moment donné, le président ghanéen s'est rendu... A été obligé d'aller au Burkina Faso. S'est rendu au Burkina, il n'a pas eu les honneurs militaires, il n'a même pas eu droit au tapis rouge, mais quand même, il y a eu quand même une amélioration dans les relations. Ça a été Nana Akufo-Addo, n'est-ce pas? Oui. Qui est passé au Ghana avant d'aller à la CEDEAO, la dernière session de la CEDEAO, c'est ça, non? Oui, bon, ce n'est pas comparable. C'est pas comparable. Non, du tout. Vous savez que le Burkina Faso et le Ghana sont en ce moment en train de développer un projet où les rails vont aller jusqu'à Ouagadougou. Donc, vous comprenez que la crise n'est pas aussi enfoncée, ils ne sont pas aussi enfoncés que la crise entre le Bénin et le Niger. En ce moment, ils sont en train de discuter un projet de... Oui, mais au moment, ils ne se parlaient pas. Oui, bon, ça arrive que, oui, quelqu'un a dit un mot ou a dit quelque chose, et puis bon, ça crée une certaine attitude. Moi, je crois que, pour revenir au cas du Bénin, je crois que la balle, contrairement à ce que pensent certains Béninois ou certains observateurs, la balle n'est plus dans le camp du président Patrice Talon. La balle n'est plus dans le camp du Bénin. Il appartient au Niger de jouer sa partition maintenant. Oui, des citoyens nigériens ont été interpellés à Cotonou, jugés, mais ils sont rentrés déjà chez eux. Cet événement, pour moi, est derrière nous. Voyez-vous. Mais c'est le Niger qui a fermé, n'est-ce pas, le dispositif du pipeline. C'est pas le Bénin, c'est pas le président Patrice Talon. Il faudra que le président Tiani, le général Tiani, puisque nous sommes obligés de l'admettre ainsi, le président Tiani, donc, baisse son ego pour aller rouvrir le dispositif. Il se sûr que l'exploitation se fera via un autre canal. Non, mais je ne crois pas que Dissel soit sérieux en disant cela. Je le suis. Non, quand même. Le Niger a fermé les vannes, pourquoi? Parce que vous refusez qu'il vérifie le volume de pétrole qui est chargé ici. Et vous voulez que... Je n'en suis pas si sûr. Je n'en suis pas si sûr. Pourquoi on a arrêté les Nigériens? Ça a été l'argument avancé par le Niger. Non, ça a été l'argument avancé aussi par la dame le chef de l'État du Bénin. Oui. Le chef de l'État du Bénin a dit il faudrait pas que des experts nigériens, des personnalités nigériennes viennent sur le site dans le dos de l'État béninois, de formaliser les déplacements et les missions, qu'aucune relation d'État à État ne saurait être de se passer de façon informelle. Moi, je crois qu'on ne va pas conclure. Il conviendrait simplement
que la fois prochaine, les autorités nigériennes saisissent officiellement, Les autorités béninoises. n'est-ce pas, les autorités béninoises de la mission qui viendra surveiller l'embarquement. Non, moi Ah, comment je ça, crois l'espérance qu'on ne populaire va pas à ce aller, sujet-là? on ne va pas aller, je crois qu'on ne va pas aller dans les détails, dans ces détails-là, les Nigériens. Justement, ce sont les Oui, détails les déjà Nigériens. qui bloquent les choses. Oui, les Oui, mais Nigériens, non, vas-y. c'est détail. Moi, je ne crois pas que les Nigériens sont venus ici comme ça, en vrac, et puis bon, c'est fini, ils entrent de n'importe où, comme ils veulent, quand ils veulent. Moi, je ne le crois pas à ça. Jusque-là, on Donc, peut pas me on a pu convaincre. inventer des histoires de badge. Oui, mais les histoires de badges, comment est-ce que le WAPCO au Niger délivre de faux badges à des employés de WAPCO? Moi, il y a des choses trop grosses dans ce qui est dit que moi, je ne peux pas avaler. Bon, de toute du point façon, de vue. Merci de mon point de à vue. vous, Mais chers mais c'est débatteurs. très important quand même Oui. de dire. C'est très Oui, important de de dire. dire que, en réalité, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous sommes au niveau maintenant où les chefs d'État, les deux anciens chefs d'État sont allés, ils ont discuté. Maintenant, qu'ils vont prendre langue avec le chef d'État du Bénin et que c'est que nous devons tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Que c'est très important de se rappeler que lorsque vous êtes dans le fauteuil du président de la République, il y a beaucoup d'instruments que vous devez garder Manipuler, en ouais. main. Et ces instruments, c'est bien sûr tout ce que vous avez, les manettes de pouvoir, tout ce que vous avez qui peut vous permettre d'agir par force, par ceci ou par cela, mais c'est aussi les anciens chefs d'État, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les présidents de partis, les anciens politiciens, les anciens généraux, Diplomates. les diplomates, Les on en avait généraux, parlé, oui. les généraux là, Ouais. la dernière fois. Donc il y a tous ceux-là qui, à un moment donné, il faut s'arrêter et les écouter, les inviter et écouter, Et quelle que soit la situation, pour pouvoir aller de l'avant. Et je pour crois, pouvoir aller de l'avant. À sa suite, par exemple, moi, c'est vrai que c'est pas sur un plateau de télévision qu'on parle des questions de sécurité, mais qu'est-ce qui empêcherait le chef d'état-major général des armées béninoises Le général Futur d'aller dire bonjour à son homologue du Niger pour qu'il se parle? Parce qu'en fait, l'élément de suspicion, c'est un élément militaire. Militaire. On parle de pré-base militaire ou de légionnaire de peau noire. Mais si on facilite, par exemple, la visite, les rencontres entre les deux Chef d'état-major chefs généraux. militaires de nos armées, mais ils savent quel langage ils vont se parler. Ils savent comment l'un va rassurer l'autre de la présence ou non de telle base ou pas. Voyez-vous? Et déjà, beaucoup ne le savent pas. Et je ne trahis aucun secret en le disant sur votre plateau. Mais celui qui est aujourd'hui le numéro 2 de la junte était l'ancien chef d'état-major général des armées au Niger. Mais il a été reçu par son homologue ici, Fernand, autant pour moi, Fructueux Bagidi, ici. Ça veut dire que c'est des gens qui savent se parler. Mais pourquoi ne pas agir Pourquoi ne pas utiliser ce canal-là, ce canal-là aussi, n'est-ce pas, entre autres, quoi. entre autres? D'ici Mousso, on vous aura compris. Merci à vous également, Paul Maïresso, pour vos différentes analyses et commentaires. On est un peu pris par le temps, mais on va quand même dire quelques mots sur ces 8 recommandations de la conférence épiscopale du Bénin sur le code électoral et la paix sociale. Lorsque je suis au volet de façon sommaire, je retiens que la conférence épiscopale du Bénin invite le gouvernement et l'Assemblée nationale à œuvrer à une relecture consensuelle du code électoral dans un esprit de vérité et dans l'intérêt supérieur de la nation, en faisant attention, à l'impact de son application, à l'impact que son application peut avoir sur les résultats des législatives de 2026. En effet, si avec 10% de seuil au niveau national, seuls 3 partis ont pu entrer au Parlement, que pourrait-on attendre de l'application du seuil de 20% non plus au niveau national, mais pas circonscription électorale? En point 2, par rapport à cette troisième recommandation, aux éventualités possibles qui pourraient subvenir à l'issue des élections de 2026 et à leurs conséquences pour la gestion pacifique du pouvoir. Aucune des éventualités possibles à l'examen de la situation n'est rassurante pour la nation ni pour aucun des partis politiques, aux dispositions imprécises dans la loi dont la mise en œuvre peut être source de problèmes en 2026. Là, j'ai pris juste le point 3 de ces 8 recommandations-là. En d'autres termes, on comprend qu'il y a des inquiétudes persistantes encore au niveau de la conférence épiscopale, au niveau de ce colloque qui a été
organisé sur cette disposition liée aux 20%. Qui n'est pas inquiet. Je suis sûr que même les partis politiques de la mouvance sont inquiets. Ils sont tous inquiets. Tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet. Et moi, j'aurais voulu bien entendre Distel sur cette deuxième sortie, enfin, cette recommandation faite après le colloque qu'il a énormément décrié dans le temps, vous vous rappelez. Et qu'il nous dise maintenant ce qu'il pense je vous dirai, je vous dirai ce que je pense. Je vous dirai, sans masque, ce que je pense de ces recommandations-là. Il faut retenir une chose. L'Église catholique fait partie de la société, partie intégrante de la société béninoise. L'Union islamique fait partie intégrante de la société béninoise. Et lorsque vous êtes chef, vous êtes père de famille, et que vous pensez que tel artifice, tel enjoliveur, ou tel instrument pourrait faire le bien de la famille, faire votre bien, et que dans la famille, vos enfants ne sont pas d'accord, ils préfèrent autre chose. Votre épouse n'est pas d'accord, elle souhaiterait avoir autre chose. Mais vous n'allez pas leur imposer, n'est-ce pas, la mascotte de ce que vous voulez dans la maison. Vous serez le seul à être heureux de votre affaire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La beauté, n'est-ce pas, que porte le code électoral. Il est beau selon vous? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Okay. Si vous me prenez comme ça, vous n'allez pas comprendre ma démarche. Oui, la beauté? La beauté de l'instrument que nous avons aujourd'hui, qui s'appelle code électoral, est précurseur d'un rêve. Le rêve de nous sortir des particules que nous avions, des 350 partis politiques, et d'avoir des partis forts. Alors, face aux inquiétudes aujourd'hui, inquiétudes de toute la cité aujourd'hui, il est question de se poser, enfin, il est le moment de se poser deux questions. De l'opportunité et de la nécessité d'y aller maintenant. Oui, le rêve, c'est d'avoir 2, 3 grands partis dans notre pays, comme au Ghana, comme au Nigeria, comme en Afrique du Sud, comme. Et de l'opportunité. Est-ce que nous sommes prêts à y aller maintenant? Nous le sommes. Pourquoi est-ce qu'il faut y aller maintenant et coûte que coûte maintenant? Alors, lorsque nous allons finir par répondre à ces questions, oui, et vous allez comprendre que nous allons nous retrouver autour de la table de négociation, de discussion, du dialogue, pour avancer. N'est-ce pas? Aucune démocratie ne se construit du fait du génie d'un chef d'État. Une démocratie, elle sollicite une construction participative. Il faut d'abord fédérer les idées, les visions, les engagements politiques des uns et des autres. Mais on ne peut pas amputer la jambe à quelqu'un, craignant la gangrène, sans lui parler des jours. Lui expliquer que sa vie va changer. Et bénéficier de son adhésion avant de l'amener au bloc. Sinon, à son réveil, s'il constate que vous lui avez coupé une jambe, sa tension artérielle peut monter du fait du choc. Elle peut trépasser. Est-ce qu'on peut déduire de votre argumentaire à l'instant que la démarche qui a conduit à la modification de ce code n'a pas été... Je ne juge pas de démarche. Je me refuse de juger de démarche. Mais je me demande, est-ce que nous sommes prêts à aller sur ce chemin? Si on vous pose la question à vous. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il faut y aller, il faudrait y aller, coûte que coûte?
Si on vous pose la question à vous, Je me refuse de répondre à la vous question. refusez de répondre. On a vu que Alors- oui, allez-y d'abord. Non, On a vu qu'autour de ce code électoral-là, Maouessou, le week-end dernier, il y a les imams de la partie septentrionale qui ont opiné sur ce code électoral, ce qu'ils en pensent. On a vu que l'Union islamique également a réagi, l'Union islamique a pris part au colloque de la conférence épiscopale. Du coup, on est un peu embrouillé. Oui, on est embrouillé parce que vous comprenez, il y a une nécessité d'éduquer les uns les autres à comprendre ce que c'est que la politique. Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, qui sont allés à l'école aussi, qui font l'amalgame sur ce qu'on appelle politique. Vous savez, les Anglais utilisent deux termes pour désigner la chose. Les Anglais utilisent donc deux termes pour désigner la chose. Ils parlent de policy et ils parlent de politics. Ouais, il y a une différence entre les deux, mais le français n'utilise que le mot politique pour les deux. Alors, si vous prenez la politique, qui est policy, vous rendez compte que tout le monde, il y a personne qui ne peut pas ne pas être préoccupé par ce qu'on appelle policy. Public policy, tout le monde doit être préoccupé par ça. Donc la politique publique, tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et si quelque chose vous concerne, que vous soyez église ou que vous soyez je ne sais quoi, vous réagissez à ça. Donc tout le monde est concerné par la politique publique. Et vous savez, la loi, le code électoral est une politique publique. C'est pas autre chose que ça. Et tout le monde, il y a personne qui doit être dénié du droit de répondre donc à une politique publique. Et vous savez que la situation de notre pays est telle qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de prendre la parole. J'avais dit ici la dernière fois que, en réalité, le colloque organisé par la conférence épiscopale devrait être organisé par l'une des universités. Nous en avons 4 publiques. Nous avons une vingtaine ou même plus de 20 universités privées. Allez leur poser la question s'ils peuvent oser organiser un colloque. Oh que si. Non, ils peuvent pas. Si, nous n'allons pas caricaturer. Non. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Oui, mais attendez que j'aille jusqu'au bout de mon explication, sinon vous n'allez pas comprendre. Mais aucune université, d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Ils ne le feront pas. Sur le code électoral, aucune université ne le fera. Moi, je les mets au défi. Alors, à la sortie de cette émission, je les mets au défi d'organiser avant 2026 un colloque sur le code électoral et d'en discuter la pertinence et la non-pertinence pour le Bénin. Et vous verrez que dès que c'est organisé et que c'est une université, les représailles vont tomber et ça posera problème. D'ailleurs, vous voyez, c'est l'église catholique et vous voyez comment l'église est ciblée. Maintenant, alors, ce qui est politicienne, c'est ça que vous observez maintenant au niveau donc d'autres confessions religieuses où les uns disent oui, non, on ne doit pas faire ça comme ça, nous soutenons celui-ci. Est-ce que vous avez vu dans les recommandations, vous avez les recommandations, c'est là, vous avez vu dans les recommandations de l'Église, je soutiens telle personne comme telle personne. L'Église est allée chercher la vérité à travers des méthodes scientifiques et a eu la vérité qu'elle a exposée à tout le monde. Maintenant, si cette vérité, je ne sais pas ce que l'Église fait, moi, personnellement, je ne sais pas ce que l'Église fait de mauvais dans ça. Vous entendez des gens dire, l'Église doit rester, je ne sais où, l'Église ne doit pas se mêler des affaires politiques. L'Église est politique. Vous savez pourquoi on appelle le pape Jean-Paul II le pape qui a vaincu le communisme? Parce que l'ordre mondial, qui était communisme, capitalisme, c'est le pape qui a poussé à ce que a été un acteur majeur de ceux qui ont poussé à ce que cet ordre-là soit complètement, soit brisé. Alors donc, vous comprenez que on ne peut pas, pour conclure, on ne peut pas dire que l'Église ne doit pas se mêler de la politique. L'Église est objet de politique et sujet de politique. Et maintenant, quant à la politique politicienne, c'est-à-dire là où on va dire, on soutient si on ne soutient pas ça. Si l'Église fait ça, moi je serai le premier à dire ça là, elle ne doit pas le faire. Mais là, ce que ils ont dit là, n'a rien à faire avec
je soutiens ci contre celui-ci ou je soutiens ça contre celui-ci. Nous tous, nous avons des inquiétudes par rapport au code électoral. Si quelqu'un au Bénin ici qui dit qu'il n'a pas d'inquiétude par rapport au code électoral, c'est un hypocrite, il faut le dire de façon... Distel Amoussou, est-ce que vous êtes de ceux qui souhaitent une relecture de ce code électoral là pour des élections apaisées en 2026? Vous savez, la démocratie, elle est aussi dynamique. Yes or no question? Elle est aussi dynamique. Êtes-vous de ceux-là qui souhaitent une relecture de ce code électoral? Écoutez, c'est parce que moi, je dis Stella Moussou, un titre personnel, je pense qui est nécessaire. Mais nos amis internautes souhaiteraient quand même savoir. Vous me posez une question pour m'empêcher de répondre. Non, vous esquivez la question réellement. Écoutez, ce que je pense n'est pas nécessaire. Oui. Et je disais que la démocratie participe aussi d'une dynamique, n'est-ce pas? Et donc la société doit participer à la gestion de la cité. Et donc il conviendrait, n'est-ce pas, d'avoir de l'écoute. D'avoir de l'écoute et de progresser. Par rapport à ce qui s'est passé aux imams, avec les imams au nord, ça n'est ni plus ni moins de la manipulation. Vous avez écouté le communiqué de l'Union islamique du Bénin, qui est partie prenante, n'est-ce pas, du colloque organisé par le clergé. Voyez-vous, c'est une séance de prière qui a été vite manipulée. Et puis, ben voilà, donc, l'Union islamique a remis la pendule à l'heure. Je crois que c'est un événement, c'est un non-événement. Merci. Voyez-vous, il n'y a pas clash entre l'Église catholique et l'Union islamique. Merci d'avoir précisé cela. Merci à vous, Distel Amoussou. Je rappelle que vous êtes consultant médias communication, chroniqueur, analyste politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison des services spéciaux ADLSS. Vous étiez face à un analyste politique, théoricien de la gouvernance d'État, Dr Paul Maïroussou. Merci d'être venu une fois encore sur ce plateau. Merci une fois encore à vous, Distel Amoussou. Merci à vous. C'est pas la grande forme. Les téléspectateurs l'ont observé certainement. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain pour l'inviter avec Billy Gaël. On reçoit pour vous le pasteur Michel Alokpo, le porte-parole et secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Avec lui, on parlera sans nul doute des recommandations de la conférence épiscopale, mais également de cette médiation initiée par les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boniaï au Niger.